Mesdames et messieurs, bonjour. Après avoir passé 3 séances accompagnées par des spécialistes, comme je l'ai dit, moi je n'en étais pas un, j'en suis toujours pas un, mais sur les aspects d'ingénierie métabolique, de biologie de synthèse, on va revenir, je dis revenir parce que j'ai beaucoup parlé de systèmes enzymatiques dans les années précédentes, on va revenir sur des systèmes enzymatiques, donc sur de la biochimie. Pour ceux qui sont biochimistes, vous allez reconnaître un certain nombre de choses, y compris assez triviales, mais ça permet, pour le coup, d'aller maintenant du côté de la chimie, des structures, des mécanismes, à partir desquels on va voir comment on peut développer des biocatalyseurs dans les cours qui vont venir, dans les 2 derniers cours après celui-ci. Alors, comme l'indique le titre, parce qu'il y a toutes sortes de réactions, je vais me concentrer sur peut-être ce qu'il y a de plus compliqué en chimie biologique, c'est-à-dire les oxydations, et donc je vais parler de monooxygénase. Donc là, je retombe sur des choses à la fois que je connais bien depuis longtemps et en même temps sur des systèmes enzymatiques que peut-être vous connaîtrez vous-même un peu moins, qui constituent une partie de ma propre histoire en recherche et qui s'avèrent être sujets à des développements dans le domaine des biotechnologies. Et comme ce sont des systèmes assez compliqués, on va voir comment on peut, y compris les développer dans des contextes de réactions biotechnologiques. Alors je vais être, comme chaque fois, accompagné d'un spécialiste des questions, et donc je suis très heureux d'accueillir Gilles Truand, qui est chargé de recherche au CNRS, qui a cette particularité de combiner à la fois des grandes compétences en génétique, cellulaire et moléculaire, et en biochimie, et qui va continuer sur le thème de ces systèmes, les monooxygénases à cytochrome P450, qui est une des parties de ce dont je vais parler. Oui, voilà la seule figure que j'ai déjà présentée dans les 3 cours précédents. C'est juste pour vous montrer, vous rappeler la grande variété des systèmes qui sont en développement biotechnologique, enfin sur lesquels on peut s'appuyer pour produire des molécules utiles. Donc il y a des hydrolases, il y a de la grande famille des hydrolases, estérases, lipases, acylases, enfin, etc. Donc qui sont des réactions qui ne sont pas redox. Vous avez des oxydoréductases. Vous voyez ici des alcools déshydrogénases ou des cétoréductases. Vous voyez ces interconversions entre cétone et alcool. Vous avez donc des monooxygénases, et ça va faire l'objet de ce cours et sans doute d'autres, au moins d'un autre cours après. Voilà différents systèmes, cytochrome P450, Bayer-Villigérase, etc. D'autres réactions avec des cofacteurs compliqués aussi, pyridoxal phosphate, enfin donc des aldolases, des liases, des mutases, des transaminases. Donc des réactions toutes intéressantes sur le plan des applications, mais évidemment je ne peux pas tout traiter, donc je vais me concentrer sur peut-être ce qui est parmi tous ces systèmes, qui fait partie donc des systèmes les plus complexes sur le plan structural, mécanistique. Donc monooxygénase à cytochrome P450, certains d'entre vous connaissent bien ce système, je vais quand même essayer de montrer comment ça fonctionne. Et donc ce sont des systèmes qui sont compliqués pour plusieurs raisons, à la fois parce que, comme vous le voyez dans le bilan de la réaction, c'est une réaction complexe qui implique des transferts d'électrons, des transferts de protons et de l'activation d'un gaz qui est l'oxygène, et qui fait cette transformation tout à fait remarquable qui est de convertir une liaison carbone-hydrogène en une liaison carbone-oxygène. Alors,
Ceci est possible parce que ces systèmes enzymatiques ont un cofacteur tout à fait particulier qui est une porphyrine de fer. Porphyrine, c'est cette partie organique là autour de l'atome de fer. Macrocycle tétraazoté, les 4 azotes servent à complexer le fer. Et par ailleurs, comme vous pouvez le voir ici, d'une structure dans laquelle vous avez ce cytochrome, cette porphyrine ici, vous voyez ici que cet atome de fer, s'il n'était attaché que par ces 4 atomes d'azote, il ne serait pas accroché à la protéine. Il faut quelque chose qui accroche cette petite molécule, relativement à l'ensemble de la protéine. Il faut que cette molécule ait un lien avec la chaîne polypeptidique et il y a un lien qui est un soufre d'une cystéine. Vous voyez, ce n'est pas de multiples liens, c'est un lien unique. Et ce faisant, cet atome de fer voit au-dessus de ce cycle, de ce plan, de la place pour, en gros, comme vous allez le voir, fixer l'atome d'oxygène et le transformer en une espèce active. Alors, ces systèmes ont été très, très étudiés et sont maintenant quand même très connus parce que, du point de vue de la biologie, ils participent à des étapes extrêmement importantes de biosynthèse de tout un tas de molécules de type stéroïdes, antibiotiques, de tout un tas de voies métaboliques, et puis sont aussi impliqués, ça c'est un point important, j'en discuterai pas du tout, sont impliqués dans la pharmacologie et la toxicologie de tout un tas de médicaments, par exemple, enfin de xénobiotiques en général, c'est-à-dire des composés qui ne sont pas biologiques, qui sont dans notre environnement et qui sont éliminés par ces systèmes. Vous vous souvenez de cette réaction, pour ceux qui étaient là la dernière fois, c'est une des... J'ai beaucoup parlé, mais sans dire comment ça fonctionnait, c'est le P450 de la plante qui est responsable de la biosynthèse de l'alcool artémisinique, et j'avais évoqué toute l'histoire de la production biotechnologique de cet alcool, et vous vous souvenez sans doute qu'en effet, à un moment donné, il a fallu découvrir le P450, et pas uniquement ça, le P450 et les P450 réductases qui étaient associés à cette, et dont je vais parler, et qui étaient associés à cette transformation. Ce que vous constatez ici, et c'est ça qui est assez fascinant pour un chimiste, c'est lorsque vous avez une molécule aussi complexe que celle-là elle est un peu moins, mais elle est aussi beaucoup, c'est cette capacité de ce système d'introduire un atome d'oxygène sur une position relativement inactive et de façon extrêmement sélective. Vous voyez, la seule modification entre ces deux molécules, c'est un atome d'oxygène ici, un atome d'oxygène là. Donc des systèmes extrêmement puissants du point de vue de la sélectivité des réactions, et ça, ce sont des choses que les chimistes recherchent en priorité. Les mécanismes de ces systèmes sont maintenant assez bien connus. Voilà, je les résume ici. Vous avez... vous voyez, je représente ici avec ces 4 azotes le ligand du fer et la cystéine, avec une molécule d'eau qui va disparaître lorsque le substrat, donc la molécule qui va être transformée, se fixe à proximité. Vous allez voir comment sur quelques structures, à proximité du cofacteur. Première réduction, vous avez le fer passe à l'état ferreux, fer 2. Et c'est absolument essentiel cette étape parce que c'est uniquement à l'état ferreux que cette molécule peut fixer l'oxygène moléculaire. De la même façon que l'hémoglobine dans votre sang fixe l'oxygène, c'est à l'état fer 2. Et ensuite, il y a toute une série de transformations de l'oxygène à travers des transferts d'électrons du fer d'une part et l'addition d'un électron supplémentaire qui convertit l'atome d'oxygène en quelque chose qui ressemble à de l'eau oxygénée, enfin qui est un peroxyde, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais à ce moment-là, cet oxygène-là n'est plus le même ici, il a été en gros, il a incorporé 2 électrons et de fait devient extrêmement réactif pour attaquer le substrat. Entre-temps, il subit une cassure de la liaison oxygène-oxygène, il y a une perte de molécules d'eau, et on se retrouve avec cet atome d'oxygène accroché au fer, extrêmement réactif, et c'est lui qui va finir dans la liaison carbone-hydrogène,
et je vais vous montrer comment. Donc, retenez qu'au cours de ce processus, ce qu'a fait au fond le cofacteur métallique, c'est d'une part de catalyser des transferts d'électrons vers la molécule d'oxygène et d'autre part d'assister la rupture de la liaison oxygène-oxygène. Bien évidemment, vous comprenez que à partir d'une molécule où il y a 2 atomes d'oxygène accrochés, pour en incorporer un seul dans le substrat, vous voyez, RH devient ROH, il faut évidemment qu'à un moment donné, il y ait cette cassure de la liaison oxygène-oxygène, et ce n'est pas absolument évident, et l'atome de fer joue un rôle là-dedans. Et donc, pour arriver à cet intermédiaire-là qui est clé, un fer-oxo, et donc ce qui est proposé, c'est qu'il y a des chimies radicalaires qui sont mises en œuvre ici. Vous avez une densité radicalaire sur cet atome d'oxygène qui permet d'arracher de façon homolytique cet atome d'hydrogène, créant ici un radical sur le carbone. Toutes ces entités sont extrêmement fugaces, extrêmement réactives, mais se passent au sein d'une poche et donc sont parfaitement contrôlées. Et une fois que vous avez ce radical, il attaque cet atome d'oxygène et vous avez créé la liaison carbone-oxygène du substrat qui devient donc ce produit. Et la porphyrine de fer est revenue dans un état initial et donc peut recommencer le fameux cycle que je vous ai montré ici. On est revenu ici et ça tourne. Donc là, pas la peine, c'est un peu compliqué, mais c'est à peu près la même chose. Hein. Vous retrouvez ici, vous voyez, la fixation de l'oxygène, le fer-oxo, etc. Donc, ce n'est peut-être pas tellement la peine de regarder cela, mais ce que je voulais montrer ici, c'est que finalement, cette sélectivité, ici, vous voyez une autre réaction d'oxydation du camphre, avec cette oxydation sélective de ce carbone, elle est imposée par la pression qu'exerce tout un tas de résidus d'acides aminés autour de la porphyrine de fer. Ici, vous voyez d'abord que cette enzyme est construite spécifiquement pour accrocher une molécule qui a une cétone à cet endroit-là par le biais d'une liaison hydrogène avec une tyrosine. Vous voyez, donc c'est extrêmement fin comme reconnaissance, mais ça ne suffit pas parce que toute cette partie-là est très hydrophobe, mais pour pousser d'une certaine façon le substrat vers l'atome de fer, vous avez toute une série, ici vous voyez, de résidus hydrophobes, à part la tréonine ici, mais la valine, des valines, une phénylalanine, qui donc crée ce site hydrophobe qui permet d'orienter extrêmement bien cette molécule. Bon. Autre aspect, j'ai parlé de transfert d'électrons. Ces électrons, ils ne viennent pas de n'importe quoi. Il n'y a pas des électrons qui se promènent comme ça. Donc il y a des systèmes qui, très sélectivement, très spécifiquement, fournissent ces électrons à l'atome de fer. Et là, et ça va être jusqu'à la fin de ce cours, je vais parler de ces molécules, ces cofacteurs tout à fait particuliers, qu'on appelle des flavines, et qui sont composés d'une base nucléique liée à un sucre ici, c'est le ribitol, et le plus important, c'est cette partie-là, qui est un cycle isoalloxazine, dont vous allez voir qu'ils sont capables d'effectuer des transferts d'électrons. Ces molécules sont extrêmement utilisées dans tout un tas de procédés enzymatiques. Et les molécules naturelles sont d'une part la riboflavine, qui est cette molécule qui s'arrête ici, la flavine mononucléotide qui s'arrête, qui est là, et la flavine adénine dinucléotide FAD. Voilà, donc ici, vous avez la chimie complexe des transferts d'électrons et des transferts de protons. Donc, si je pars d'ici, d'abord, vous constatez que cette molécule est capable d'échanger des protons. Bon, ce n'est pas très important à ce niveau-là, parce que quand vous voyez les pK, donc ça, on ne va pas beaucoup avoir à traiter ces transferts de protons.
Mais ce sont des systèmes qui sont capables d'accepter un électron pour donner cet intermédiaire réduit à un électron. Vous voyez à des potentiels qui sont très compatibles avec les potentiels redox d'une cellule. Et même chose pour un deuxième électron. Et donc vous avez trois états redox. Un état complètement oxydé, un état complètement réduit et un état semi-réduit. Et ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, ici j'ai donné une valeur de potentiel redox, mais ces molécules sont incorporées à l'intérieur d'une protéine et l'environnement dans lequel se trouvent ces molécules impacte très significativement les potentiels redox de ces systèmes. Donc, d'un système à l'autre, vous allez avoir c'est ce qui est indiqué ici, les potentiels redox varient significativement avec l'environnement protéique, avec le type de flavine, et donc vous pouvez balayer une certaine gamme de potentiels avec la même molécule organique. Vous pouvez avoir des systèmes qui ont des propriétés redox très variables. Je note ici que ce sont aussi des systèmes qui sont relativement faciles à étudier dans la mesure où elles ont des propriétés physico-chimiques tout à fait particulières, et donc on peut les reconnaître, je dirais, presque à tous les coups, d'une certaine façon. Lorsque vous isolez une protéine et que vous voyez un spectre qui ressemble à ça, enfin, à part une flavine, il n'y a rien d'autre qui existe avec un spectre pareil dans une cellule. Donc, c'est très reconnaissable. Et par ailleurs, vous voyez, quand vous réduisez à un électron, vous tombez sur un spectre très différent. Et quand vous réduisez à 2 électrons, vous tombez sur un troisième spectre. Donc là, on a des outils extrêmement fins pour suivre la chimie qui est mise en œuvre par ces systèmes. Alors, là, même question. Il y a des électrons, mais ces électrons, ils viennent d'où? Et en général, ils viennent d'une molécule que tout le monde connaît en biochimie. Je ne vais pas y passer beaucoup de temps, mais c'est le NADH ou le NADPH. NADPH ici, NADH ici, mais ce que vous devez retenir, c'est que c'est cette partie-là de la molécule qui est aussi présente ici. Cette partie-là de la molécule, nicotinamide, qui contient quelque chose qui ressemble à un hydrure, c'est-à-dire un proton et 2 électrons. Et les électrons, ils sont ici. Et donc, ce qui va se passer, c'est que cet hydrure, ici, cet atome d'hydrogène, cet hydrure-là, va être transféré à cette molécule, donc à une molécule de flavine. Et vous voyez ici, azote, double liaison, simple liaison, double liaison, azote. On a une structure de type iminoquinone qui peut recevoir 2 électrons par le biais d'un hydrure et d'un proton. Attaque de l'hydrure ici et ensuite prise d'un proton là, et vous avez la forme, ici vous voyez, réduite à 2 électrons de la flavine. Et alors, donc vous avez toute une série de flavoprotéines qui servent à ces transferts d'électrons. Ici, par exemple, la ferredoxine réductase, ou qui sont des protéines à FAD, qu'on appelle FNR pour simplifier, ou les flavodoxines, qui sont des protéines à FMN, donc vous pouvez avoir dans le site actif des FMN ou des FAD. Alors ici, vous voyez, c'est une FNR, et vous reconnaissez ici le cycle isoalloxazine, cette partie-là est ici. Les ribitoles sont là, la partie phosphate, et là, on reconnaît que c'est un FAD. Qui est donc ici fixé à la protéine. Et donc ces systèmes-là, ils fonctionnent en fixant le NADPH. Il n'y a pas de structure pour cette protéine avec le NADPH fixé. Et donc ce NADPH qui va être en position de présenter, vous voyez peut-être ici, un hydrure qui va attaquer cette partie-là. Et ce qui est intéressant avec ces systèmes, vous voyez, c'est qu'on commence par une réduction à 2 électrons. Et ça, c'est quand même assez appréciable, parce qu'ensuite, ces systèmes sont capables de redonner ces électrons. Ils peuvent les redonner par 2, c'est-à-dire par un hydrure, mais le plus souvent, ils redonnent ces électrons par un par un. Et ça, c'est très, très intéressant, parce qu'à ce moment-là, on peut utiliser un système ayant stocké 2 électrons pour réduire des systèmes qui ne peuvent en prendre qu'un, comme c'est le cas, par exemple, de
de protéines à fer qui ont un atome de fer 3. Et évidemment, vous allez voir que ça va s'appliquer au cytochrome P450. Ce système ne peut prendre qu'un électron, il ne peut pas passer à fer 1+, il doit passer à fer 2+. Et la flavine totalement réduite est capable de donner un électron pour donner le radical intermédiaire, c'est-à-dire l'état flavine semi-réduit, qui lui-même est capable de redonner un électron à un autre système accepteur d'un seul électron. Ici, j'ai pris le même. Et finalement, vous voyez qu'avec une seule molécule de ferridoxine, de ferridoxine réductase, vous réduisez 2 molécules de ferridoxine. Donc ça, c'est quelque chose d'assez puissant. Ce n'est pas si facile à faire que ça, du point de vue de la chimie, c'est-à-dire stocker beaucoup d'équivalents d'électrons et être en capacité de les redonner un par un. Dans le cas des cytochromes P450, c'est exactement tous ces systèmes-là qui sont mis en œuvre. C'est-à-dire que les fameux électrons qui ont servi à réduire le fer 3 pour activer l'oxygène moléculaire et faire l'oxydation viennent du NADPH. Le NADPH dans une cellule est extrêmement abondant et il peut transférer ses hydrures à tout un tas de systèmes. Dans le cas du P450, il y a des systèmes spécifiques pour transférer les électrons. On les appelle des cytochromes P450 réductases. Ce sont des systèmes extrêmement complexes qui peuvent être membranaires ou solubles selon les organismes. Mais ici, je vais parler peut-être des systèmes les plus complexes. Et donc, à nouveau, donc vous avez ici le cytochrome P450 qui est fixé à une membrane, ici du réticulum endoplasmique. Donc ici, vous voyez, ceci modélise la fameuse porphyrine de fer dont j'ai parlé, où se fait l'oxydation. Et puis, tout à côté, vous avez la cytochrome P450 réductase. Et celle-ci a cette particularité qu'elle contient non pas une flavine comme la FNR, mais en contient deux. Une flavine FAD, une flavine FMN. Et le chemin des électrons est le suivant. Le NADPH va réduire le FAD, donc transfert d'hydrure, donc réduction à 2 électrons. Le FAD va ensuite réduire le FMN. Là aussi, c'est un transfert à 2 électrons. C'est un cas contraire à celui que j'ai évoqué tout à l'heure, où il y a un transfert à 2 électrons d'un coup. Et puis les 2 électrons sont stockés ici et ils vont être transférés ici, mais là, il n'y a qu'un accepteur d'un électron, ça va être du transfert à 1 par 1 d'électrons. Et donc, vous voyez toute la richesse de cette capacité à la fois de pouvoir transférer 2 électrons d'un coup ou un électron par électron. Alors, vous voyez que c'est très compliqué tout ça, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Pourquoi c'est compliqué? Parce que d'une part, il faut que, évidemment, ça fixe le NADPH, il faut que la protéine ici soit organisée pour que le FAD puisse aller transférer ses électrons au FMN, et ensuite, il faut qu'une fois que la FMN est réduite, elle puisse interagir avec une autre protéine qui est à côté. Et c'est ce qui est représenté ici. Vous voyez, ici, on est dans une situation où la partie FMN est parfaitement bien positionnée, c'est-à-dire très proche de la partie porphyrine de fer, pour faire son transfert d'électrons. Par contre, elle n'est pas du tout positionnée pour recevoir les électrons du FAD, c'est trop loin. Donc vous voyez bien qu'en permanence, ces systèmes vont devoir bouger, s'adapter à la fonction qu'ils ont à réaliser. Et donc, il y a tout un tas de changements conformationnels qui font que... Vous voyez ici, on a un premier état dans lequel vous avez, voilà, vous avez, ici c'est la porphyrine, voilà, oui. Ici vous avez la réductase. Dans une situation où vous avez la possibilité de transférer les électrons du FAD vers le FMN. Une fois que les électrons sont passés sur la FMN, le domaine FAD s'écarte et la FMN se trouve en position de se rapprocher de la partie héminique pour faire le transfert d'électrons. Alors vous avez des systèmes plus simples. Il n'y a pas que des cytochromes P450 réductases aussi compliqués que ça. Vous avez des systèmes plus simples, plus simples, c'est-à-dire dans lesquels la partie FAD et la partie FMN ne sont pas sur la même chaîne polypeptidique. Donc vous avez ici, par exemple, ici vous avez la structure
d'une ferrédoxine réductase, la fameuse FNR dont j'ai parlé, où vous reconnaissez ici le FAD et où le NADPH va venir se fixer là pour transférer les électrons. Cette protéine est capable de transférer des électrons à une deuxième protéine. Alors ici, c'est une erreur, ce n'est pas ferrédoxine, c'est flavodoxine. Ici, c'est une FMN. Et ensuite, cette protéine, une fois qu'elle a reçu les électrons, peut aller frapper le P450 pour le réduire. Donc vous avez tout un tas de systèmes. Alors, je reste un tout petit peu de temps sur une classe de cytochrome P450 dont je parlerai beaucoup, je crois, pendant le dernier cours, parce qu'il a fait l'objet d'études extrêmement poussées dans le contexte de son utilisation pour des applications biotechnologiques. C'est ce qu'on appelle le cytochrome BM3. Et ce que vous constatez ici, c'est que, contrairement à tout ce que je vous ai présenté, où les parties réductases sont séparées des parties cytochrome P450, ici, c'est dans la même protéine, dans la même chaîne polypeptidique, que vous avez donc un groupement FAD, un groupement FMN et la partie cytochrome P450. Et là aussi, pour que FAD et FMN se parlent au moment du transfert d'électrons, du transfert d'hydrure, et que ensuite la FMN réduite parle au cytochrome P450 dans la deuxième étape, il faut évidemment des mouvements conformationnels extrêmement complexes et contrôlés. Alors, voilà, ici, vous avez ici le domaine FAD. Vous voyez ici le cycle isoalloxazine du FAD qui s'étend ici. Et là, vous avez la partie cycle isoalloxazine du domaine FMN. Donc, il y a effectivement une organisation en domaine, vous voyez FAD, FMN et P450. Et cette organisation en domaine est particulièrement pertinente pour permettre les mouvements qui sont nécessaires. Donc, vous voyez le cytochrome P450 BM3, il est organisé en un domaine P450, un domaine FMN et un domaine FAD. Lors de la première étape, réduction du NADPH du FAD par le NADPH et transfert de l'hydrure du FAD au FMN, eh bien, les deux domaines FAD-FMN se rapprochent, et là, vous avez, vous voyez, un site actif dans lequel vous accumulez le NADPH, le FAD et le FMN par un mouvement conformationnel qui amène le domaine FAD proche du domaine FMN. Et vous voyez ici que les deux cycles isoalloxazine du FAD et du FMN sont très proches et vont permettre ce transfert d'hydrure ici, boum, pour passer sur FAD, et deuxième transfert d'hydrure pour passer au FMN. Donc quelque chose de très contrôlé. Si on en restait là, tout serait bloqué au niveau de 2 électrons, 1 proton ici. 2 électrons, 2 protons ici. Et en fait, lorsque les électrons se sont accumulés sur la FMN, vous avez un changement conformationnel qui éloigne le FAD et qui permet alors, le P450, il est en rouge ici, vous voyez, la porphyrine de fer est là, et le cycle isoalloxazine est ici. Et à ce moment-là, vous voyez que la FMN qui était ici et qui est là maintenant s'est éloignée, enfin c'est le FAD qui s'est éloigné de pratiquement 30 angstroms alors qu'il était à 4 angstroms, et par contre, le cycle isoalloxazine de la FMN est venu maintenant très proche du fer, et c'est là que va se faire le transfert d'électrons. Donc vous voyez, ce sont des systèmes d'une très grande complexité. Alors, ces systèmes ont été... enfin, j'ai cité le cas de l'artémisinine, mais il y a tout un tas d'autres réactions dans lesquelles ces P450 sont utilisés.
voilà pour des systèmes complexes, hein, la synthèse de l'hydrocortisone. Vous voyez, donc tout ça est développé Bristol-Myers Squibb qui voilà, produit cette molécule pravastatine par des réactions d'oxydation ici de ce cycle extrêmement sélective à partir de champignons. Vous avez voilà, tout un tas de procédés qui utilisent ces réactions d'oxydation, et vous voyez beaucoup de choses dans la littérature. Ça, je vais sauter. Donc ici, je vous ai présenté toute une famille pour faire de l'oxydation qui utilise un atome de fer et une source d'électrons venant de flavine. En fait, on peut faire des oxydations sans le P450 uniquement avec des flavines. La nature a élaboré des systèmes flavines dépendants qui font des oxydations. Et donc, je vais maintenant discuter des mêmes molécules, les mêmes flavines, FMN, FAD, non pas pour faire des transferts d'électrons ou des transferts d'hydrures, mais pour faire de l'activation de l'oxygène moléculaire. Et en effet, il existe des systèmes, des oxydases et des monooxygénases, et je m'intéresserai plus particulièrement aux monooxygénases ou hydroxylases, qui sont uniquement flavines dépendantes. Et la chimie de ces systèmes, c'est la réduction par le NADPH du cofacteur flavinique, mais ça, vous voyez très bien maintenant de quoi il s'agit, ce transfert d'hydrure, c'est la même chose que ce dont j'ai discuté jusqu'à présent. Mais ensuite, ces molécules ont la propriété, sont douées pour réagir directement avec l'oxygène moléculaire. Et par cette fixation que je vais décrire, cet oxygène moléculaire, qui est une molécule que vous savez être très stable, on en a plein ici dans cette salle, et c'est une molécule qui ne se transforme pas en permanence. Donc il faut ces interactions avec un métal, avec une flavine, pour rendre cette molécule active, pour ensuite être capable à nouveau de la casser en deux atomes d'oxygène se séparent, et incorporer un atome d'oxygène dans le substrat qu'on veut oxyder, et l'autre atome d'oxygène finit en molécule d'eau. Alors pourquoi c'est possible ? Eh bien c'est possible parce que lorsque votre flavine est totalement réduite ici, eh bien elle peut réagir avec... Alors on peut écrire les choses comme ça. Elle peut réagir avec l'oxygène, mettons pour simplifier, à travers l'injection d'un électron dans l'atome d'oxygène. Ce faisant, vous générez la forme semi-flavine radicalaire et l'équivalent d'un radical superoxyde. Et si le système n'est pas bien contrôlé, et ça peut arriver, le superoxyde... le superoxyde est relargué, et là, c'est pas très bon, parce que là, vous relarguez des espèces qui sont dites les ROS, les espèces réactives de l'oxygène. Et donc ça ne sert pas à grand-chose. Ou vous pouvez relarguer de l'eau oxygénée, et ça aussi, ce n'est pas très bon. Mais les systèmes qui sont doués pour faire les réactions de monooxygénation ou d'hydroxylation dont je vais vous parler sont des systèmes qui ont cette capacité de faire réagir très sélectivement et très efficacement cet intermédiaire radicalaire avec celui-là pour donner une molécule d'oxygène, un groupement dioxygéné qui est fixé à cet atome de carbone du cycle isoalloxazine. C'est un hydroperoxyde, qui est une classe d'oxydants très connue en chimie, et ici c'est finalement un des rares hydroperoxydes biologiques utilisés pour des réactions d'oxydation, comme des peroxydes sont utilisés dans la chimie industrielle. Vous voyez cet hydroperoxyde de flavine. C'est lui, et comme dans le cas du P450, vous voyez que, vous voyez pas, mais ce groupement-là, peroxyde, est une forme d'oxygène réduite à 2 électrons. Donc on a déjà dans cette molécule incorporé 2 électrons dans l'atome d'oxygène, ces 2 électrons qui viennent de la flavine totalement réduite, dont vous savez qu'elle contient 2 électrons disponibles.
Bon, ça ne suffit pas, il faut que cette molécule d'oxygène se casse. Mais avant, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a aussi des signatures spectroscopiques pour reconnaître plus particulièrement cette molécule sous cette forme-là. Donc vous vous souvenez que la flavine oxydée, elle est comme ça. Et puis ici, lorsque vous avez un spectre UV visible avec une absorption autour de 360-370 nanomètres, c'est assez caractéristique d'un hydroperoxyde de flavine. Ça, c'est la capacité des flavines à créer des hydroperoxydes de flavine, donc des oxydants. En fait, c'est plus complexe que ça, c'est-à-dire qu'il y a deux classes de monooxygénase à flavine. Il y a des flavines, il y a des flavoprotéines hydroxylases, c'est des systèmes qui sont constitués d'une chaîne polypeptidique qui contient la flavine fixée de façon, mettons, irréversible, qui reçoit les électrons du NADPH, qui fournit l'oxydant hydroperoxyde de flavine et qui est utilisé pour oxyder un substrat. En fait, et c'est une partie importante de mon travail de recherche, au début de ma carrière, c'est notamment la découverte et l'investissement dans cette famille. Donc là, je parle de la fin des années 80, quand je découvre un des tout premiers exemples de ces systèmes, et qui s'avère aujourd'hui être présent très largement dans les systèmes bactériens, qui sont ces hydroxylases à deux composants, je les appelle comme ça, mais en fait qui sont constitués de deux enzymes, en effet, qui sont constitués de la partie monooxygénase, c'est-à-dire là où va en effet se fixer un hydroperoxyde de flavine par réaction d'une flavine avec l'oxygène, et où va se faire l'oxydation. Mais en fait, cette chaîne polypeptidique-là, cette monooxygénase-là, ne fixe que transitoirement le cofacteur flavinique, contrairement à celle-ci. Et en fait, il y a une deuxième enzyme qu'on appelle une flavine réductase, qui est celle qui réduit des flavines oxydées en flavines réduites et qui la perd après avoir réduction pour l'envoyer vers son partenaire monooxygénase. Donc ces deux protéines fixent de façon transitoire la flavine, contrairement au système précédent. Et effectivement, la flavine se promène entre les deux composants, la petite molécule organique se promène entre les deux composants. Lorsque elle est oxydée, elle quitte la monooxygénase pour aller vers la flavine réductase où elle est réduite, et quand elle est réduite, la flavine réductase la perd et l'envoie à la monooxygénase où elle est oxydée. Donc en gros, et vous allez voir très rapidement, nous avons parfaitement bien démontré que la flavine réductase a cette propriété de fixer sélectivement les flavines oxydées et pas les flavines réduites, et à l'inverse, les monooxygénases sont particulièrement douées pour fixer les flavines réduites, mais pas les flavines oxydées. Ici, juste pour vous montrer comment ça se passe avec la première famille, les flavines, cette famille-là. Donc ça aussi, ce sont des choses qui ont été très étudiées. Voilà la structure aux rayons X de la para-hydroxybenzoate hydroxylase. C'est une protéine à FAD. Le FAD est fixé de façon permanente sur cette protéine. Vous avez le substrat, vous voyez, qui se fixe ici, para-hydroxybenzoate, qui va être modifié ici par introduction d'un atome d'oxygène. Ici, vous avez une structure dans laquelle vous avez le NADPH, la flavine et le substrat. Et vous voyez que tout ça va se passer dans ce petit périmètre. Transfert d'hydrure à la flavine pour donner la flavine réduite, réaction avec l'oxygène pour donner le peroxyde et attaque du substrat. Voilà, on est dans le cadre de ce système-là. Et voilà, ici, vous voyez, au bout du compte, c'est juste pour vous montrer la proximité. Il n'y a pas de structure de l'hydroperoxyde, mais l'hydroperoxyde ici, OOH, va être ici très proche du substrat
et va pouvoir l'oxyder. Et donc, juste pour préciser les mécanismes, vous voyez à nouveau, voilà, réduction, donc flavine totalement réduite, fixation de l'oxygène et formation de l'hydroperoxyde, et qui est une entité qui est plutôt de type électrophile, et donc qui va être attaquée par le noyau aromatique ici, pour donner, bon, je ne rentre pas dans le détail, mais pour favoriser la cassure oxygène-oxygène, cet atome d'oxygène va être incorporé dans le substrat, et vous allez bien former le produit de la réaction, et ensuite vous avez régénération de la flavine pour être réduite à nouveau, enfin, etc. Donc cet hydroperoxyde, à nouveau, est une entité capable d'insérer des atomes d'oxygène dans certains substrats, en particulier nucléophiles. L'autre système est donc voilà, à la fin des années 80, ces systèmes-là, ces flavines réductases n'étaient pas connus. Je vais vous dire quelques mots sur ces systèmes enzymatiques sur lesquels j'ai beaucoup travaillé et qui s'avèrent être aujourd'hui associés à tout un tas de monooxygénases pour faire des réactions, y compris du type de la para-hydroxybenzoate. Ici, c'est para-hydroxyphénylacétate, mais c'est le même type de réaction. Et vous voyez que dans ce cas-là, la nature a choisi un système à 2 composants plutôt qu'un système à un seul composant. Je parlerai beaucoup plus tard, beaucoup plus la semaine prochaine des applications biotechnologiques d'une réaction comme celle-là, qui est une sulfoxydation. Et puis nous avons, il y a quelques années, avec Vincent Nivière dans mon laboratoire, et Julien Valton, qui était doctorant, essayer de comprendre la chimie qui était mal connue à cette époque des systèmes à 2 composants à travers l'étude de la biosynthèse de cet antibiotique qui est l'actinorhodine. Et vous voyez que le précurseur de l'actinorhodine est cette molécule là aussi assez complexe. Et pour la transformer, il faut hydroxyler dans cette position en para de cet alcool, donc introduire un atome d'oxygène, c'est ce qui est fait ici, et ensuite se produit un couplage entre 2 molécules, et ça donne l'actinorhodine. Bon, là, je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais là aussi, les flavines réductases, donc je vous l'ai dit, fixent de la flavine oxydée oui, fixent de la flavine oxydée par réaction avec le NADH ou le NADPH et donnent de la flavine réduite qui est libérée de la protéine. Ces flavines réductases ont été aussi étudiées. Pourquoi sont-elles dans la cellule? On ne sait pas très bien, à part d'être associées à des monooxygénases à 2 composants. Mais disons que ça fournit, il y a eu beaucoup d'études pour montrer que ça fournit un pouvoir réducteur. C'est une molécule réductrice, vous voyez, elle travaille à moins 200 millivolts. Chez les bactéries, par exemple, pour la réduction des ferricidérophores, c'est-à-dire ces molécules qui participent au transport du fer chez les bactéries. C'est impliqué dans la réduction de la méthémoglobine, et d'ailleurs, certains patients qui sont en défaut de cytochrome B5 réductase et qui accumulent de la méthémoglobine sont traités par de la riboflavine, et cette riboflavine est réduite par des flavines réductases qui permettent ensuite de réduire la méthémoglobine en hémoglobine. Bon, ça participe à une protection antioxydante, enfin on ne sait pas très bien. Et donc je n'irai pas plus loin sur la discussion des propriétés physiologiques, biologiques de ces enzymes, si ce n'est pour dire, et je me limiterai à ça, que toute cette grande famille des flavines réductases sont impliquées comme associées des monooxygénases pour fournir des flavines réduites qui vont fournir des hydroperoxydes de flavine à la partie monooxygénase. Bon, là, j'ai du plaisir à montrer un ancien papier
Vous voyez, 1999, c'est la première structure aux rayons X d'une flavine réductase avec sa flavine, la voilà. Elle n'a rien de particulier, si ce n'est que c'est la première structure aux rayons X d'une flavine réductase. Donc la flavine ici, vous la voyez un peu comme je l'ai montré dans d'autres structures auparavant, mais c'est un substrat, c'est-à-dire ce n'est pas un cofacteur. Vous voyez, elle est là, mais elle va sortir. Elle n'est là que transitoirement, sauf qu'on a pu obtenir une structure avec la flavine à l'intérieur. Et lorsque le NAD va se fixer, vous voyez, il va se mettre proche de la flavine, et là aussi, transfert d'hydrure possible. Donc, on a un peu détaillé le mécanisme. En fait, il est assez connu que ces enzymes, ici, elles s'appellent FRE, c'est celle sur laquelle nous avons travaillé, ces enzymes fixent le NADPH avant de fixer la flavine. Elles ne prennent de la flavine que si elles savent qu'il y a du NADPH qui va servir à quelque chose, en quelque sorte. Donc le mécanisme, c'est ça fixe le NADPH, puis il y a la flavine, puis fait le transfert d'hydrure ici, et ensuite, une fois que la flavine est réduite, c'est la flavine qui sort en premier et c'est le NADPH qui sort en second. On a très, très finement décortiqué ces mécanismes-là. Alors, je vous disais, cette classe d'enzymes est très, très utilisée. Alors ça, c'est des découvertes qui se sont accumulées après ces années-là, fin des années 80, fin des années 90. En gros, on ne savait pas très bien à quoi servaient ces enzymes. Enfin, je raconterai cette anecdote sûrement la semaine prochaine, mais l'anecdote, c'est que dans les années... voilà, quand je découvre la flavine réductase FRE et qu'on publie ses premiers papiers, vous voyez, dans les années, dans les années 90, vous voyez, 15, 16, 18, 19, voilà, quand on publie ces papiers-là, personne ne les lit et il ne se passe rien. D'ailleurs, comme nous ne savons pas à quoi elle sert, on n'en fait pas non plus un plat. Et il s'avère qu'un jour, une boîte américaine m'appelle et me dit « On a besoin de vous pour parler de flavine réductase ». Alors les bras m'en tombent. Et effectivement, dans la littérature, il n'y avait que nos papiers qui parlaient de flavine réductase. Et je vous raconterai pourquoi c'était intéressant que cette boîte de biotechno américaine nous contacte et dans quel contexte, enfin, pour une fois, mon enzyme a intéressé quelqu'un. Mais plus tard, ces flavines réductases se sont retrouvées apparaître dans des contextes extrêmement divers et de façon très très importante. C'est une immense classe d'enzymes, à nouveau associées à des monooxygénases. Et donc, voilà quelques exemples, et d'ailleurs qui de fait donc conduisent à imaginer leur exploitation sur le plan biotechnologique. Voilà quelques réactions dans lesquelles ces systèmes à deux composants sont utilisés pour la biosynthèse d'antibiotiques. Vous voyez ici la tigécycline. Vous voyez, vous avez une incorporation d'un atome d'oxygène ici. C'est une molécule extrêmement complexe, oxydation extrêmement sélective, extrêmement propre, et c'est un couplage flavine réductase, monooxygénase, flavine dépendante. D'autres exemples, la pristinamycine, vous voyez, ici c'est une déshydrogénation, et là aussi c'est un système à deux composants. Ici, pour la butyrosine, qui est un aminoglycoside, vous avez, alors c'est une voie de biosynthèse complexe, et vous pouvez trouver à l'intérieur de ces voies de biosynthèse aussi ces systèmes-là. Ce sont des systèmes dont on parle assez peu en biochimie, mais je veux dire ici à quel point ils sont importants. Vous voyez ici donc une hydroxylation très sélective et pas si facile que ça. Biosynthèse de composés halogénés. Peut-être vous ne le savez pas ou vous le savez, mais des composés chlorés, bromés, ça existe dans la nature. Et donc, il y a et la chimie d'incorporation d'atomes d'halogène est tout à fait intéressante et pas encore complètement connue. Comment on introduit ici, vous voyez, un atome de chlore sur un noyau aromatique.
dans la synthèse, vous voyez, de ce composé, qui est un composé antitumoral très étudié, une NDIN. Eh bien, là aussi, c'est un système à deux composants. Oui, vous voyez, des antibiotiques comme la vancomycine, la rébécamycine, etc., sont des composés dans lesquels il y a des atomes de chlore. Eh bien, ce sont des systèmes à deux composants. Je ne veux pas rentrer dans le détail des mécanismes, mais c'est assez intéressant sur le plan chimique. Vous voyez, la rébécamycine, à un moment donné, il y a une incorporation d'un atome de chlore, et ça se fait par... En fait, ça se fait par une oxydation. Ces systèmes d'incorporation d'halogènes dans des molécules organiques, ça se fait à travers l'activation de l'oxygène moléculaire qui est ensuite, à un moment donné, remplacé par un atome de chlore. Voilà, encore d'autres exemples. Ce sont des systèmes qui ont été montrés comme relativement efficaces, et donc là, on est dans le domaine de la bioremédiation pour se débarrasser, donc, pour rendre de plus en plus hydrophiles des molécules toxiques de l'environnement. Voilà, donc il y a des bactéries qui dégradent le DTA par une oxydation par ces systèmes. Il y a des styrènes monooxygénases et qui font cette réaction avec une très très grande stéréosélectivité. Je parlerai de ça la prochaine fois parce qu'il y a des applications biotechnologiques et de la chimie très intéressantes. Voilà, je vous ai parlé de ce système de sulfoxydation de composés soufrés aromatiques. Et là, c'est des applications dans le domaine de la désulfurisation des pétroles. Des composés chlorés, vous voyez, aromatiques, qui sont très toxiques, eh bien, il y a des bactéries qui les dégradent à partir de ces systèmes à deux composants aussi. Voilà. Ça a été très étudié parce que la bioluminescence, la luminescence de certains organismes, est due à une chimie d'oxydation d'aldéhyde à longue chaîne qui est catalysée par des systèmes enzymatiques appelés luciférases, qui s'associe à des flavines réductases. Voilà. Je vais terminer sur un travail qui nous permet de comprendre comment ces systèmes fonctionnent. Donc, je vais vous montrer comment fonctionne l'étape de biosynthèse de l'actinorhodine dont je vous ai parlé, sur lequel nous avons travaillé pendant un certain temps, ici. Et la dernière étape est l'étape de dimérisation, mais avant, il y a une étape d'hydroxylation de ce noyau aromatique. Et donc, cette hydroxylation est possible une fois que le substrat, le précurseur, vous voyez, c'est une quinone. En fait, il faut qu'elle soit réduite, d'abord. Il faut qu'elle soit réduite, sinon ça ne marche pas. On verra pourquoi. Ça marche plus, c'est ça qui ne marche plus, surtout. Voilà. Et donc, le vrai substrat, c'est celui-là. Bon, il s'avère que cette réduction de cette quinone en hydroquinone, ici, est faite par une flavine réductase. Et puis ici, vous avez un système à deux composants, donc acte VA qui est la monooxygénase et acte VB qui est la réductase. Donc, il y a eu une structure aux rayons X donc de cette réductase. Bon, rien de particulier, ça fonctionne de la même façon. La réductase, elle prend le NADH, puis la FMN, enfin c'est le même cycle qui conduit à la réduction de la flavine, ici, de la flavine, et ensuite la flavine réduite est relarguée pour aller dans la monooxygénase. Et là, c'est juste pour vous montrer quelques données que nous avons patiemment établies, et c'est le travail de Julien Valton en thèse en particulier, et c'est un travail qui permet de vraiment comprendre comment ça se passe. On a pu mesurer toutes les constantes d'association entre monooxygénase et flavine réductase, et vous voyez que la flavine réduite la monooxygénase a une affinité tout à fait forte pour la flavine réduite et beaucoup moins pour la flavine oxydée, qui explique qu'elle va prendre la flavine réduite et se séparer de la flavine oxydée. À l'inverse, la flavine, donc il y a une affinité faible pour la flavine réduite, c'est un peu moins frappant ici, mais donc il y a un contrôle thermodynamique très clair de ces systèmes. Par ailleurs, il y a une autre chose qui nous intriguait, parce que nous avons montré que, en effet, et il n'y a rien dans la littérature qui montre qu'il y a une association physique entre les deux protéines.
En fait, il n'y a pas de complexe entre les deux. Je parle d'un système à deux composants qui ne forme jamais un complexe. Alors peut-être transitoirement, il se passe quelque chose, mais jamais on n'a pu établir l'existence d'un complexe. Et donc ça veut dire qu'à un moment donné, une flavine réduite qui est extrêmement sensible à l'oxygène est relarguée dans le milieu et passe d'une protéine à l'autre et donc vit un instant sans être entourée d'une protéine. Donc ça posait un problème parce que, évidemment, tout à l'heure quand je parlais du problème de produire des radicaux oxygénés, effectivement, c'est ce qui se passe lorsque la flavine réduite n'est pas contrôlée par une protéine. Lorsqu'une flavine réduite est contrôlée par une protéine, elle fait cette chimie sur l'oxygène qui conduit de façon extrêmement efficace à un hydroperoxyde. Si vous prenez une flavine réduite dans un tube à essai et que vous lui mettez de l'oxygène, ce que vous allez voir, c'est des radicaux oxygénés, du superoxyde, de l'eau oxygénée, etc. Vous ne faites pas d'hydroperoxyde de flavine. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un très fort contrôle. Donc, là, il y avait une question, comment c'est possible? Et en fait, par des études biophysiques poussées, nous avons pu établir les vitesses de ces différents processus. Et donc, il y a aussi un contrôle cinétique de cette réaction. Et en particulier, vous voyez, vous avez, on a pu ici établir que lorsque la flavine réduite sort de acte VP et donc se retrouve dans un milieu oxygéné dans lequel elle peut se détruire à travers la production de radicaux de l'oxygène, eh bien, en réalité, la fixation par l'hydroxylase est extrêmement rapide. Vous voyez, c'est une réaction dont la constante de vitesse est de 60 par seconde, c'est-à-dire le contrôle est aussi cinétique. C'est-à-dire que ces monooxygénases, non seulement elles ont une affinité thermodynamique significative pour la flavine réduite, mais elles le font avec une très grande vitesse, de sorte que ça va beaucoup plus vite que la réaction avec l'oxygène, qui est ici dans ce système de 0,05 par seconde. Voilà, donc ce sont des systèmes qui sont assez doués. Enfin, on pourrait dire pourquoi se compliquer la vie alors qu'il y a des monooxygénases à un composant dans lequel il n'y a pas ce risque-là. Là, il y a un risque et pourtant, il y a des tas de systèmes comme ça dans lesquels, intermédiairement, la flavine réduite est perdue d'une certaine façon, mais est vite retrouvée par l'hydroxylase. Voilà. Ce sont des systèmes qui ont été très étudiés dans notre laboratoire et où on a pu montrer en effet que par réaction avec l'oxygène, le composant monooxygénase, traité par la flavine réduite en présence d'oxygène, produit en effet ce spectre. Et donc si vous avez un peu de souvenir du spectre précédent que je vous ai montré, cette bande-là à 360 nanomètres est tout à fait caractéristique d'un hydroperoxyde. Donc on forme en effet un hydroperoxyde et cet hydroperoxyde a la capacité d'oxyder donc, le substrat. Voilà. Donc voilà, les mécanismes de ces systèmes ont été parfaitement bien établis. Vous avez la réduction d'une flavine oxydée en flavine réduite par le NADH. Ça se passe dans acte VB, c'est la flavine réductase. Elle est relarguée, elle est prise par acte VA. Il y a une certaine affinité, réaction avec l'oxygène pour donner l'hydroperoxyde, et le substrat est à ce moment-là hydroxylé sélectivement dans cette position. Il a fallu attendre 2007 pour avoir la première structure aux rayons X d'une partie monooxygénase. Alors, je vous la montre, mais bon, il n'y a pas grand-chose de particulier par rapport à une monooxygénase flavine à un composant classique. On va retrouver... l'intérêt, c'est qu'ils ont pu obtenir cette structure donc en ayant la flavine oxydée, qui est là. Alors, c'est une FMN. Le substrat, vous voyez, c'est la para-hydroxyphénylacétate hydroxylase, vous voyez la partie acétate. Donc, il y a tout un tas d'éléments de reconnaissance et vous voyez que le substrat est très proche de la flavine. C'est ce qu'on voit aussi également, donc tout un tas d'interactions. Je crois que ce n'est pas nécessaire de rentrer dans le détail pour le coup. Donc là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pu obtenir une densité, par réaction avec l'oxygène de la flavine réduite, ils ont pu obtenir une densité électronique
ici, vous voyez, qui colle assez bien avec un hydroperoxyde qui s'est formé sur la partie isoalloxazine et qui se trouve, vous voyez, parfaitement positionné pour une attaque par ce carbone. Et donc le schéma qui est proposé dans cet article, à nouveau rien de particulier par rapport à ce que j'ai dit, fixation de la flavine réduite, formation de l'hydroperoxyde par réaction avec l'oxygène, fixation du substrat par un certain nombre d'interactions et cet hydroperoxyde très proche du cycle aromatique pour produire l'hydroxylation, pour produire le catéchol et fermer le cycle. Voilà. Bon, je vous montre juste cela. En fait, à partir de ces systèmes, bon, c'est le type d'exemple d'application qu'on a poursuivi un petit peu, mais on n'est pas allé jusqu'au bout. C'est que à partir de, vous voyez, à partir de cette réaction, dans ce cas particulier, on s'est dit peut-être que ces systèmes peuvent être utilisés pour hydroxyler des analogues. Et c'est le genre d'application qui peut être fait avec ce type d'enzyme. Alors, voilà quelques composés, nanaomycine, calafungine, dihydrocalinfungine, donc des composés dans lesquels une hydroxylation a pu être faite ici en utilisant ce système enzymatique. Et ça peut être fait y compris avec des molécules assez éloignées comme celle-là. Et en effet, on a pu montrer qu'on pouvait faire une hydroxylation d'une molécule de cette quinone-là à partir de ces systèmes à deux composants. Donc, bon, sans intérêt particulier sur le plan biotechnologique, mais c'est pour vous montrer que on peut utiliser ces systèmes, en effet, en les manipulant. Et d'ailleurs, là, aujourd'hui, je vous ai montré les fondamentaux de ces systèmes, en particulier P450, P450 réductase, monooxygénase à flavine à un composant ou à deux composants. Et vous en connaissez donc maintenant le fonctionnement, les mécanismes, la structure. Ce sont vraiment de très très grandes classes d'enzymes qui font des tas de choses dans le monde vivant, des tas de réactions. Alors, toujours d'oxydation, oxygène dépendante. Et la semaine prochaine, je vous montrerai comment ces systèmes peuvent être utilisés dans des applications très pratiques, très utiles, et évidemment comment il faut les manipuler aussi, c'est-à-dire les modifier par ingénierie enzymatique pour atteindre l'objectif de la production de telle ou telle molécule, de la désulfurisation d'un pétrole, etc. Voilà, et là-dessus, je termine et je vous remercie.